Madame Thatcher établissent que la norme, c'est désormais le néolibéralisme. Vous voyez, nous sommes en 1980. Pour vous donner une idée de l'univers, de la différence abyssale qu'il y avait entre ces partisans du néolibéralisme et d'autres écoles de pensée, il suffit de vous souvenir que, là je vous parle de 1979 et 1980, mais qu'est-ce qui s'est passé par exemple en 1981, vous voyez, 1979, 1980, 1981 en France? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Voilà, Mitterrand arrive au pouvoir, n'est-ce pas? Et Mitterrand arrive au pouvoir, et il arrive au pouvoir avec un programme qui s'appelle le programme de l'Union de la gauche. Et que proposait le programme de l'Union de la gauche? La nationalisation de dizaines et de dizaines de banques, d'industries, d'entreprises, etc. Donc vous voyez qu'on arrivait pratiquement avec un programme de front populaire, donc un programme où l'État était encore l'État redistributeur, l'État de justice sociale, etc., au moment où le néolibéralisme niait tout cela, refusait tout cela, abattait tout cela. Donc il y a eu un choc de cultures économiques très important. Et là aussi, pour bien voir que le monde bascule à ce moment-là, parce que qu'est-ce que ça veut dire que les États-Unis, notamment le Royaume-Uni, n'oubliez pas que le Royaume-Uni, en Europe, disons, c'est avant tout la City. C'est-à-dire, avant tout, c'est la bourse de Londres, qui est la plus importante bourse européenne. Et donc, par conséquent, la bourse de New York plus la bourse de Londres, c'est évidemment plus de la moitié des, disons, des mouvements financiers mondiaux. Donc, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, les finances acquièrent une puissance colossale. Elles sont débridées. Elles ne sont plus tenues. C'est comme si on avait sorti un génie de la lampe. Et elles ne vont plus se laisser mettre dans la lampe. Et donc, quand Mitterrand arrive avec son programme, il nationalise les banques, il nationalise les entreprises, etc., eh bien, combien de temps va-t-il tenir? Eh bien, il va tenir très peu de temps. Très peu de temps, parce que les finances attaquent immédiatement la France, attaquent la monnaie, attaquent le franc, pas encore l'euro, et le franc s'affaiblit, la production chute, les exportations chutent, et la France, évidemment, est dans une situation extrêmement difficile. Avec une dévaluation du franc, etc. Parce qu'il y a une spéculation de la part du pouvoir financier pour éviter qu'il y ait un retournement de situation. Il n'est pas question que l'expérience française ait du succès. Et donc il y a une véritable guerre économique contre la France, et d'ailleurs la France, dès 1983, comme vous savez, n'a pas abandonné sa politique. Dès 1983, voilà le chef du gouvernement, le Premier ministre français était Mauroy, et Mauroy en 1983 est évincé. Cette politique est remplacée. La France, Mitterrand va choisir un nouveau Premier ministre, très jeune, qui est actuellement ministre des Affaires étrangères, qui est Laurent Fabius, et Fabius va introduire le néolibéralisme en France. C'est-à-dire c'est la gauche qui va l'introduire. Et l'année d'avant, 1982, déjà en Espagne, les socialistes étaient arrivés au pouvoir démocratiquement, dirigé par Felipe González, et Felipe González était arrivé au pouvoir, social-démocrate, avec un programme néolibéral. Et donc, à partir de ce moment-là, l'idée, c'est que, finalement, on soit de droite ou de gauche, il n'y a plus qu'une ligne économique, c'est la ligne néolibérale. Et le néolibéralisme va s'imposer petit à petit, un peu partout, et je vous disais, en commençant, que, voilà, 10 ans après, 12 ans après, en 1995, évidemment, c'était l'apogée de cette école. En France, cet apogée a été atteint quand le Premier ministre, c'était Édouard Balladur, qui était néolibéral, archi-néolibéral. Et donc, par conséquent, on a vu un peu partout dans le monde, là, les pays, les États se débarrasser de tout ce qui appartenait à l'État. Parfois de manière totalement caricaturale. Par exemple, la Nouvelle-Zélande avait vendu, l'État s'est dépossédé de tout. N'est-ce pas? C'est-à-dire que les écoles, évidemment, ont été privatisées, la santé privatisée, le système de pension privatisé, mais les bâtiments eux-mêmes, les ministères ont été vendus.
évidemment, tout ce qui est voies ferrées, compagnies aériennes, mines, etc. Tout, l'État s'est dépossédé absolument de tout. Sous prétexte que l'État n'avait pas à se mêler d'économie, que l'État devait dépenser le moins possible pour que, précisément, il n'y ait pas d'impôts, que les impôts soient le plus réduits possible, notamment pour les riches. Parce que toute cette période, évidemment, a été accompagnée d'une sorte de défiscalisation des riches, qui sont évidemment ceux qui ont prôné cette politique. Hein, et ce qui s'est traduit par une sorte d'enrichissement des riches et appauvrissement des pauvres, pour la raison que j'ai donnée tout à l'heure. Parce que les pauvres, on leur a enlevé la seule chose qu'ils avaient, les services publics. Et évidemment, ils se sont retrouvés, voilà, c'est comme ça qu'on a vu apparaître la grande pauvreté dans nos villes. Pour les gens de ma génération, qui sont nés juste après la Seconde Guerre mondiale, bien, on a vu disparaître peu à peu la pauvreté qui existait dans les années 50, mais ensuite la pauvreté a disparu. Et dans les années, à la fin des années 70, dans les années 80, on a vu revenir les pauvres, des gens qui dorment par terre, des vieux qui n'ont pas, qui les accueillent, des gens qui sont dans la rue avec leurs chiens, etc., qui sont ramassés. Hein. Dans la plupart des villes, où vous vous promenez dans Paris, vous voyez des gens qui sont par terre, qui, dans certains quartiers, des pauvres qui font l'aumône, qui demandent une aumône pour survivre, etc. Alors qu'avant, c'était l'État qui les prenait en charge. Donc on a vu apparaître ce qu'on appelle la grande pauvreté. Et on a vu apparaître une nouvelle délinquance de la même manière. Et on a vu apparaître la difficulté des jeunes pour trouver du travail, pour trouver des ressources et des débouchés, parce qu'il y a beaucoup moins de travail. On a réduit, évidemment, le nombre de fonctionnaires, bien sûr, les salaires des fonctionnaires, etc. Parce que le fonctionnaire est un terme détesté par les néolibéraux. Hein, moins de fonctionnaires, pas l'État, pas de fonctionnaires. Hein. Alors ça s'est fait aussi dans toute l'Amérique latine, où il y avait avant des dictatures militaires. Toutes les dictatures ont été remplacées au cours des années 80 par des États néolibéraux de choc. C'est-à-dire comme par exemple Menem en Argentine, qui a tout vendu également. Hein. Et ce qui fait que, si vous voulez, il faut bien se représenter, parce qu'en fait le monde est petit, et ceux qui ont des grosses fortunes, on les compte, enfin on peut les identifier, quelques milliers. Et donc, par conséquent, ce sont des entreprises ou parfois des personnes qui ont acheté la richesse des pays. Et quand en 1989, le mur de Berlin est tombé, et quand en 1991, l'Union soviétique a disparu, ben, toutes ces entreprises, etc., ont acheté tous ces pays. Ont acheté, enfin, ils n'ont pas acheté le pays, mais ils ont acheté tout ce qui avait de la valeur dans ces pays. Ils ont acheté les mines de ces pays, les chemins de fer de ces pays, les compagnies aériennes de ces pays, les compagnies d'électricité, les compagnies de téléphone, les médias, les groupes de médias. L'Allemagne en particulier a acheté l'Europe de l'Est. Les compagnies, les entreprises qui fabriquaient des véhicules, etc. Voilà. Et donc, par conséquent, on a vu comment des pays entiers, et donc les groupes financiers, sont devenus des espèces d'énormes monstres, capables de résister à toutes sortes de pays. Je vais vous donner deux chiffres pour que vous ayez une idée du rapport de force. Hein. Si vous prenez par exemple toute la richesse produite sur l'ensemble de la planète, toute la richesse produite sur l'ensemble de la richesse non financière, produite sur l'ensemble de la planète pendant un an, c'est-à-dire tout ce qu'on fabrique sur Terre, tous les services, etc., bien, ça vous donne un PIB pour l'ensemble de la planète, qui est difficile à calculer, mais enfin, selon les Nations Unies, qui est de l'ordre de 35 000 milliards de... 45 000 milliards de dollars. 45 000 milliards de dollars. Bon, si vous prenez l'ensemble le volume total des capitaux qui circulent sur la planète, et qui est ce que nous appelons les marchés, eh bien, c'est 3,5 millions de milliards.
45 milliards contre 3,5 milliards. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de comparaison entre la richesse réelle, ce qu'on appelle l'économie réelle, et le volume et la masse de l'économie financière. Et qu'aujourd'hui, un État, aussi puissant soit-il, est faible face aux mécanismes de marché. Et donc c'est à ce moment-là, si vous voulez, 1997, appelé Pierre tout à l'heure, que j'avais proposé, quand effectivement toutes les forces de résistance étaient pratiquement, disons, vaincues, et que le néolibéralisme régnait en maître sur la planète, que nous avions proposé de créer, et c'est pas par hasard si j'avais donné à cette association le terme d'attaque, parce que c'était précisément la volonté de riposter, et non pas de se laisser faire. Hein. Nous avions proposé un mécanisme possible de résistance, qui était, on avait appelé ça, Association pour une taxe Tobin d'aide aux citoyens. Et ça donne attaque. Et en quoi consistait cette idée? Ça consistait à reprendre une idée d'un prix Nobel d'économie américain qui s'appelle James Tobin. Hein. Certains d'entre vous, sans doute, ont entendu parler de lui. James Tobin. Et Tobin avait été un prix Nobel d'économie, il avait été conseiller économique du président Kennedy. Hein. Et Tobin avait développé, dans les années 60, une idée qu'il fallait freiner la spéculation sur les marchés d'échange. Les marchés d'échange. Pourquoi les marchés d'échange? Alors Tobin s'était fixé seulement sur les marchés d'échange. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui s'achète et se vend le plus sur Terre, ce sont les monnaies. Mais plus que, je sais pas, plus que les logements, plus que le pétrole, plus que le blé, ou plus que les armes, ce que vous voudrez, ce qui s'achète et se vend le plus sont les monnaies. Ce qu'on achète, c'est du franc suisse, de l'euro, du yen, voilà, de la couronne suédoise, etc. Hein? Et du dollar, bien sûr, etc. Voilà, c'est ce qu'on achète. Pourquoi? Parce que la spéculation sur les devises est une spéculation facile, qui dépend de la masse, qui dépend seulement de la masse. Hein, c'est-à-dire que si, par exemple, vous achetez pour voyager 2 000 ou 3 000 euros, là, que vous allez voyager en Europe, par exemple, si vous êtes citoyen helvétique, vous achetez, évidemment, si vous achetez 2 000, 3 000, 5 000 euros, ça ne fait pas changer le cours de l'euro. Ça, c'est clair. Mais, si vous achetez, je ne sais pas, 10 milliards d'euros, il est évident que ça commence déjà à faire trembler un petit peu l'euro. Et si vous en achetez 100 milliards, ça fait trembler, parce que les monnaies fonctionnent à l'offre et la demande. D'ailleurs, vous avez une monnaie qui vaut, je ne sais pas, qui vaut 10. Si vous achetez 100 milliards de cette monnaie, eh ben, elle ne vaut pas 10, elle vaut 12 maintenant. Parce qu'elle est très demandée. Donc elle vaut 12. Donc, vous l'achetez à 10, et quand vous l'avez acheté à 10, elle vaut 12 maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous la revendez. Vous la revendez et vous avez gagné les deux multipliés par 100 milliards. Et quand vous la revendez, qu'est-ce qui se passe? Elle retombe à 10. Donc vous la rachetez. Vous voyez donc tout le problème, ça va consister à avoir les 100 milliards. Il y a une conférence de vous donner, s'il vous plaît. Oh! Donc vous voyez, tout le problème, ça va consister à obtenir les 100 milliards. Mais ce n'est pas un gros problème.
pour les spéculateurs. Parce que